Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, en dehors de mes vœux de bonne année, que j'adresse aussi à Marcel Comte, s'il fait cette question, parce qu'il s'approche de sa 100e année, tout simplement. Donc il va être question de Marcel Conche, pour une raison très simple, c'est qu'il y a un livre qui vient de paraître dans la collection bouquins, aux éditions Robert Laffont, que je vous montre tout de suite, et dont le titre s'intitule « Marcel Conche, l'infini de la nature ». Alors, je vais vous dire pourquoi c'est moi qui en parle aujourd'hui et pas quelqu'un d'autre, mais je voudrais d'abord signaler la raison pour laquelle je me sens proche de Marcel Conche. Il se trouve qu'il a été membre de mon jury de thèse. C'est un homme extrêmement intelligent, cultivé, mais aussi très bienveillant, y compris dans les désaccords qu'on peut avoir ensemble, si vous voulez, ce qui a pu nous arriver. Et par ailleurs, écoutez, tout simplement, nous sommes devenus amis, et j'ai fait des conférences sur lui, j'ai écrit sur lui, j'ai même fait des conférences avec lui, et en particulier, je vous signale, un article que j'ai publié dans la revue L'enseignement de la philosophie, dans un dossier consacré à Marcel Conche, mais aussi un article dans un dossier consacré à Conche toujours, dans la revue Philosophie des puces, si vous voulez. Donc tout ça, si vous voulez, me mettait bien en position de pouvoir, alors, attention, composer ce livre. Parce que le principe de la collection bouquins consiste à rassembler différents textes intégraux d'un grand penseur, et ici d'un grand philosophe, de les rassembler, de les organiser, et d'abord de les choisir, bien entendu, mais aussi de les préfacer, et ensuite de faire suivre cela, dans le cas de Marcel Conche, d'un lexique philosophique de termes importants, parce qu'il a une manière à lui de s'exprimer, et de donner parfois un sens au concept que l'on ne trouve pas ailleurs, si vous voulez. Donc c'est important que l'on définisse un lexique de ces concepts principaux. Voilà. Alors, je ne peux pas, bien entendu, résumer un livre d'une telle richesse, puisqu'il comporte plusieurs livres qu'il a publiés dans sa vie, et que lui-même, le livre, fait plus de 1000 pages. Donc il y a une richesse extraordinaire que je vous laisserai découvrir dans le détail. Je vais me contenter de résumer quelques grands axes, si vous voulez, de ce livre-là, et donc de sa pensée, puisqu'il est censé illustrer, si vous voulez, sa pensée. Alors, je dirais qu'on trouve chez lui, parce que ça définit un petit peu les parties du livre, d'une part un historien de la philosophie, d'autre part un philosophe théorique, et troisièmement, un philosophe qui pratique, si je puis dire, une philosophie pratique d'inspiration morale en particulier, comme vous le verrez. Alors, l'historien de la philosophie, là aussi je ne peux pas entrer dans le détail, mais c'est un très grand spécialiste, il est connu comme tel, de la philosophie antique, et vous trouverez dans la première partie du livre, par conséquent, des livres de lui, en particulier la réédition de son Héraclite, dont il est un grand spécialiste, et alors une réédition très curieuse, parce que non seulement c'est le texte d'Héraclite, mais c'est un Héraclite, comme il dit, recomposé, parce qu'il a réorganisé, pas reformulé, mais vraiment réorganisé l'ensemble du texte, et il lui a ajouté aussitôt des commentaires, de façon à éclairer le lecteur. Bon, et ce qu'il a retenu d'Héraclite, parce que sa philosophie théorique est aussi dépendante de ce que la philosophie tout court, l'histoire de la philosophie lui a appris, l'importance qu'il accorde à Héraclite tient à l'importance qu'il accorde au temps, bien entendu. La temporalité, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Bon. Il y a aussi alors d'autres auteurs qui ne sont pas là, mais il y en a quelques-uns qui sont là, et en particulier Épicure, dont il est aussi un très grand spécialiste, il faut le savoir, et auquel il doit alors à la fois une inspiration dans l'ordre, je dirais, de la sagesse, mais surtout et d'abord, parce que la sagesse ne peut venir qu'après, mais surtout et d'abord une inspiration que j'appellerais naturaliste, qu'on retrouvera dans sa philosophie théorique, si vous voulez, parce que Épicure, c'est le penseur de la nature, d'une nature
nature qui est composée d'atomes, d'une nature infinie, etc. Et la lecture d'Épicure a fait de lui, bien entendu, un penseur naturaliste sur laquelle je reviendrai quand je développerai son orientation philosophique à lui, si vous voulez. Et puis, il y a aussi, il faut le savoir, ce qui est tout à son honneur, parce que il l'a fait alors que je crois qu'il venait d'être nommé à la Sorbonne, mais il a été d'abord professeur à Lille avant de devenir professeur de métaphysique à la Sorbonne, et c'était un remarquable professeur, il faut le savoir, qui a enchanté, bien entendu, ses élèves. Enfin, toujours est-il qu'il a écrit un livre sur Montaigne, Montaigne ou la conscience heureuse, qui a cette originalité absolument étonnante, de transformer Montaigne de simple écrivain, comme il est présenté dans les cours de littérature, par exemple, en un authentique philosophe, malgré l'aspect un peu particulier de son style, et l'aspect un peu discontinu de ses notations, si vous voulez. Mais il a été très influencé par Montaigne, dans une perspective alors là, qui est liée à la notion de bonheur, à une forme de sagesse, Montaigne ou la conscience bienheureuse, mais aussi à nouveau à propos du temps, puisque c'est de Montaigne qu'il cite souvent une formule que Épicure aurait pu avoir, mais c'est Montaigne qui l'a formulée, à savoir que nous ne sommes qu'un éclair dans la nuit infinie du temps. Nous ne sommes qu'un éclair dans la nuit infinie du temps. C'est une phrase magnifique, c'est pas simplement la phrase d'un écrivain, c'est la phrase d'un authentique philosophe qui médite sur le monde et la condition humaine à l'intérieur, bien entendu, de ce monde. Alors, s'agissant maintenant du philosophe théorique, de sa philosophie théorique, à un moment donné, d'ailleurs, vous trouverez dans le livre un livre précisément qui s'intitule Orientation philosophique, parce qu'il a une orientation philosophique. Ce n'est pas simplement un historien de la philosophie, c'est ce qui fait son originalité. Mais double originalité, puisque ce philosophe qu'il est véritablement est aussi inspiré par l'histoire de la philosophie, dans laquelle il ne s'est pas simplement enfermé, fût-ce d'une manière remarquable. Bon. Alors, la philosophie théorique de Marcel Conche, j'en ai parlé à propos d'Épicure, donc fait de lui quelqu'un qui met la nature au premier plan. C'est donc une philosophie naturaliste. La seule chose qui existe pour lui, c'est une nature extérieure à l'homme, dont l'homme fait partie et dont l'homme par conséquent dépend. C'est une nature qui est infinie, qui est incréée et qui est éternelle, et par conséquent, si vous voulez, il a une position très particulière dans le champ de l'histoire de la philosophie. Il y a très peu de philosophes naturalistes en ce sens-là, et au XXe siècle, il y en a également très peu, si vous voulez. Alors, simplement, ce qu'il faut préciser, c'est ce qu'implique ce naturalisme. Alors, ce naturalisme implique d'abord une première chose qui est assez étonnante, c'est qu'il est en un sens dogmatique, puisqu'il affirme l'existence exclusive de cette nature, de son caractère infini, de son caractère incréé, et éventuellement, comme un petit peu chez Épicure, la possibilité de plusieurs mondes au sein de cette nature, ou plutôt de plusieurs univers, si vous voulez, même si on ne les connaît, bien entendu, pas tous, parce qu'on n'en connaît qu'un, celui dans lequel nous vivons. Alors ça, c'est la première idée, mais en même temps, ce qui est étonnant, c'est que, voyez-vous, cette nature qu'il affirme, il l'affirme d'une certaine manière qui est assez originale, puisque à la fois il en est totalement certain de son existence et des caractères qu'il en propose, mais il reconnaît qu'il ne peut pas le démontrer scientifiquement. Marcel Conche a un rapport un peu particulier, qui n'est pas le mien, d'ailleurs, je vous dis tout de suite, à la science, et en particulier, dans ce cas-là, l'existence de la nature, c'est une conviction essentielle pour lui, chez lui, mais il est incapable d'affirmer que son caractère infini et incréé est démontrable par la science, ce en quoi il a d'ailleurs raison à ce niveau-là, si vous voulez. Je suis d'accord avec lui. Alors, du coup, si vous voulez, il est capable d'affirmer que le caractère, si vous voulez, incréé et infini de cette nature relève d'une option à la fois subjective et dogmatique. Dogmatique parce qu'il en est sûr, mais subjective, dont il affirme d'une manière assez remarquable qu'elle est théoriquement indécidable.
ce qui fait la preuve chez lui d'une très grande honnêteté intellectuelle. Et j'avoue que le matérialiste que je suis, parce qu'il ne l'est pas, je vais y revenir en 2 minutes, est entièrement d'accord avec cette idée. On peut affirmer que la nature est infinie et incréée et qu'il donc il n'y a pas de Dieu, mais on n'a pas les moyens de le démontrer d'une manière théoriquement, si vous voulez, acceptable et convaincante. Du coup, Marcel Conche, si vous voulez, qui se déclare athée, va affirmer cette chose étonnante, que l'affirmation du caractère incréé de la nature et de la non-existence de Dieu, c'est une affirmation qui est théoriquement indécidable. Formule que je trouve tout à fait remarquable. Alors, il est à la fois, du même coup, dit-il, dans l'incapacité de l'imposer à autrui, ce qui impose chez lui une espèce de scepticisme à l'égard d'autrui dans le dialogue qu'il tient avec lui pour présenter ses positions, mais ce scepticisme est à destination d'autrui, c'est pas un scepticisme en lui, parce qu'il est totalement assuré de la force, bien entendu, de ses positions, si vous voulez. Du coup, cela en fait un athée, comme il y en a peu. Vous avez peut-être eu l'occasion de constater que chez moi, l'athéisme doit s'entendre A-T, c'est-à-dire je suis sans Dieu, mais ça ne veut pas dire que je nie la question de Dieu, parce que là, je retiens cela de quelqu'un comme Marcel Conche, ça me paraît une question, si vous voulez, totalement indécidable. Donc, mon athéisme est en fait une forme d'agnosticisme. Mais chez lui, subjectivement, intérieurement, dans sa conscience de philosophe, cet athéisme n'est pas du tout non décidé. Il est, franchement, si vous voulez, décidé. Donc, Marcel Conche est un athée convaincu, sinon convaincant, en tout cas convaincu, mais il a, parmi les éléments qu'il apporte, parce qu'il ne le décrète pas comme ça sans éléments de réflexion, il y a un élément important que vous connaissez peut-être, qui lui a valu des ennuis avec la revue de l'enseignement philosophique dans les années, je crois, à la fin des années 50, donc 59-60, une chose comme ça. Il avait écrit un texte où il défendait cette position et de la non-existence de Dieu, à une époque où l'ambiance était quand même encore favorable, disons, aux croyances religieuses au pluriel et à la croyance catholique en particulier, et il avait fondé sa position sur un argument étonnant qui est la souffrance des enfants. Il ne comprenait pas comment un Dieu qu'on déclare bon et tout-puissant puisse avoir créé un monde dans lequel des enfants naissent qui peuvent souffrir de maladies, de handicap, etc. Ça lui paraissait littéralement absolument non crédible, si vous voulez, et incompatible avec l'idée d'un Dieu juste et bon. Et par ailleurs, j'ajoute aussi, chose tout à fait étonnante chez lui, que quand on lui demande de préciser comment il conçoit ce Dieu qu'il récuse, il dit il ne le conçoit pas. Pour lui, Dieu est inconcevable, il était quelque chose d'incompréhensible, et en particulier, il mit l'accent sur le fait qu'il ne comprend pas comment un Dieu qu'on déclare infini, absolu et infini, puisse avoir créé un monde avec lequel il est donc censé coexister. Comment l'absolu peut-il coexister avec un monde créé qui donc le limite en quelque sorte de l'extérieur, si vous voulez. Ça, c'est un argument qui me paraît extrêmement, si vous voulez, intelligent. Alors, ensuite, la philosophie pratique, si vous voulez, parce que Marcel Conche, c'est quelqu'un pour qui la philosophie doit jouer un rôle dans l'existence, ce n'est pas une pure spéculation, même s'il se consacre à cette activité d'une manière absolument, j'ai envie de dire, inconditionnelle, permanente, et ce, même si par ailleurs il a pu ensuite écrire des ouvrages littéraires, dont un journal étrange absolument extraordinaire, mais que je laisse de côté, parce que ce n'est pas le philosophe dont je vous parle aujourd'hui, qui parle dans ce journal étrange. Alors, la nature, bien entendu, l'intérêt de Marcel Conche, c'est de lui porter, dans un contexte culturel qui est marqué par le productivisme, qui est marqué par le technicisme, qui est marqué par le développement continu des forces productives, etc., etc., l'intérêt de Marcel Conche, c'est de nous rappeler que nous sommes des enfants de la nature et qu'il y a une nature qu'il faut donc respecter parce que nous en dépendons. Et à ce moment-là, l'idée que la nature existe et qu'il faut la regarder
c'est une idée très très importante chez lui. Et je vous signale, parce que ce n'est pas vraiment présent dans ce livre-là, qu'il a depuis écrit toute une série de petits textes sur la nature, sur l'importance de la nature, sur l'intérêt qu'il lui portait, sachant qu'il a été enfant, il a vécu enfant dans la nature, dans sa Corrèze natale, et que c'est là que, bien entendu, la première fois, il a pu être ébloui par le spectacle de la nature, si vous voulez. Et c'est resté en quelque sorte dans la philosophie, mais c'est resté sous la forme d'une trace conceptuelle. La nature, c'est quelque chose pour lui d'essentiel. Et pour vous indiquer à quel point il accorde de l'importance à la nature, dans le livre en question, il est question d'un poème sur Rimbaud, d'un poème de Rimbaud, excusez-moi, et d'une analyse de ce poème, à savoir le bateau-ivre, qui est un texte magnifique, où on voit bien entendu la nature se déployer et être, comment vous dire, chantée par en quelque sorte Rimbaud, même si c'est à voix basse et par écrit, et Marcel Conche est dans cette espèce de rapport admiratif à la nature, et du coup, je vous le signale, parce qu'il faut le dire aussi, que ça rejoint une préoccupation politique essentielle d'aujourd'hui, à savoir le fait que nous ignorons la nature, nous oublions de la regarder comme il faudrait le faire en l'admirant et en nous réjouissant du spectacle qu'elle nous offre, et surtout que nous l'abîmons par le développement inconditionnel des sciences et des techniques régies par une politique de type capitaliste. Or, précisément, je viens de prononcer un terme important, c'est le mot politique. Parce que, ça sera mon dernier point, il y a aussi, chez Marcel Conche, un intérêt pour la politique, et alors je vous le dis en passant comme ça, il a été communiste, figurez-vous, en 1945 ou 1946, il a quitté après cette option, mais il est resté quand même favorable, figurez-vous, à l'option communiste, même si on ne le sait pas beaucoup, et s'il ne le dit pas beaucoup, il signe pas de pétition sur les etc. Mais par exemple, je vous donne un exemple très clair et très net, il a eu pour disciple et pour ami également, donc André Comte-Ponville, qui a écrit un bouquin sur un livre, excusez-moi, parce que je pense à la collection bouquins, donc un livre tout simplement sur le capitalisme est immoral, réédité, parce que c'est un livre qui a eu du succès, et dans lequel André Comte-Ponville, à l'aide d'un langage de type pascalien d'ailleurs, mais j'entre pas dans les détails, prétendait que l'économie était amorale, hors de tout jugement de valeur à caractère moral. Alors, ni morale, bien entendu, mais ni immoral, amorale totalement, si vous voulez, et elle ne pouvait être limitée dans ses effets ou dans ses méfaits qui ne nie pas que de l'extérieur. Bon, eh bien, figurez-vous que dans la deuxième édition de ce livre, Comte-Ponville a eu l'honnêteté d'ajouter un complément dans lequel il y a des textes de Marcel Conche, de moi-même, de Lucien Sèvres et une réponse globale et englobante en quelque sorte de André Comte-Ponville. Et s'agissant de la position de Comte-Ponville sur le capitalisme, il le contredit totalement, il dit qu'il n'est absolument pas d'accord avec lui, et que pour lui, le capitalisme est une tératologie, si vous voulez, c'est-à-dire une réalité de type monstrueux, et son étude relève de l'étude de ce qui est monstrueux, de l'étude des monstres, il faut le savoir. Bon. Alors, vous avez sans doute senti que quand je parle ainsi, je suis en train de juger le capitalisme, au nom de quoi juger les choses en politique. Et c'est là que l'on retrouve un autre aspect de Marcel Conche qui est beaucoup moins connu, qui est beaucoup moins mis en avant, et je pense que je suis l'un des rares à l'avoir fait dans beaucoup de mes textes, parce que pour moi, il y a un rapport essentiel entre la morale et la politique, et je suis d'accord, avant de l'être avec Marcel Conche, je suis d'accord avec Jean-Jacques Rousseau, qui disait que ceux qui veulent séparer la morale et la politique n'entendront rien ni à l'une ni à l'autre. La morale doit déboucher sur la politique dans ses fins, et pas simplement dans ses moyens, et la politique doit bien entendu respecter les normes de la morale. Alors,
je laisse de côté Rousseau pour revenir à la manière dont Marcel Conche, lui, se prononce dans ce domaine, parce qu'il a écrit donc un livre qui s'intitule Le fondement de la morale, qui a été réédité au PUF, après qu'il ait été édité aux éditions de Mégare. C'est un livre tout à fait remarquable, très riche. Je ne peux pas entrer, bien entendu, dans tous les détails, mais je mettrai en avant deux idées fondamentales. C'est que d'une part, Marcel Conche distingue la morale et l'éthique, comme moi, l'éthique renvoyant à des jugements de valeur, mais des jugements de valeur qui ne sont pas universels et qui ne sont pas obligatoires, contrairement à la morale, qui par définition ne peut être qu'universelle et universaliste, et en ce sens-là, Marcel Conche se réclame de la morale conçue dans une perspective rigoureusement kantienne. Sauf qu'il n'est pas tout à fait kantien, parce que pour la question de savoir comment on va fonder la morale, le fondement de la morale, eh bien Marcel Conche va non pas s'appuyer sur la fondation transcendantale en quelque sorte, que l'on trouve chez quelqu'un comme Kant, avec aussi son idée d'une liberté transcendantale qui sous-tend le devoir moral, et puis d'une raison qui nous assigne des fins universelles d'une manière en quelque sorte éternelle. Non, Marcel Conche va fonder, au sens fort du terme, non pas trouver son origine, parce qu'il distingue lui aussi origine et fondement, comme je le fais moi-même, mais j'ai été inspiré par lui à ce niveau-là. Il trouve le fondement de la morale, tout simplement, dans le dialogue interpersonnel. Parler avec quelqu'un, échanger avec quelqu'un, c'est tout simplement le considérer comme son égal, et par conséquent, considérer qu'il y a une égalité des êtres humains, qui là se réduit à deux, mais qui peut être, bien entendu, universalité, puisque l'on peut échanger avec n'importe qui. Et c'est pour ça que je crois qu'il doit parler de la question de la possibilité d'échanger avec un nazi, parce que si l'on échange avec un nazi, et si ce nazi répond à vos questions dans un échange authentique, il n'est pas véritablement nazi, parce qu'il admet la réciprocité des personnes et le dialogue entre celles-ci, si vous voulez. Et la phrase qui résume le mieux la position de Marcel Conche dans ce domaine, pour une fois, je vais vous la lire telle qu'elle, c'est dans le fondement de la morale. Il pense, bien entendu, à la Révolution française, dont il proclame les valeurs d'égalité et de liberté, et de fraternité, celui ensuite. Et il dit, le discours révolutionnaire, donc pensez à la Révolution 89, mais ça peut avoir des prolongements économiques et sociaux, le discours révolutionnaire n'est autre que le discours moral dans sa forme politique. Vous voyez, et bien cette phrase-là, je la reprends totalement à mon compte, et l'on retrouve la relation réciproque entre morale et politique qu'il y a, bien entendu, chez quelqu'un comme Rousseau. Alors, par ailleurs, Marcel Conche est aussi, je le dis, un professeur de sagesse, si vous voulez, qui est nourri par Épicure, qui est nourri par le rapport à la nature, parce que respecter la nature, c'est pas simplement un impératif écologique et puis existentiel pour la survie de l'humanité, mais respecter la nature, s'en inspirer, s'immerger en elle, c'est aussi une manière, si vous voulez, de pratiquer une vie sage, une vie qui ne passe pas son temps à bousculer l'ordre des choses, mais qui au contraire s'en inspire et les respecte pour une part, si vous voulez. Voilà. Donc, j'espère vous avoir fait comprendre l'importance de ce philosophe, dont l'éditeur, Robert Laffont, a eu l'honneur, je vous le dis tout de suite, de rassembler les textes sous ma responsabilité, et de les publier dans une collection célèbre, qui est la collection Bouquin, dont merci à cet éditeur, et merci à Marcel Conche qui est toujours vivant, et à qui je vais signaler qu'il y a donc une vidéoconférence d'Yvon Quinou sur lui. Merci.